Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto qui va être même pas un tuto, une vidéo qui va être une vidéo un peu spéciale. C'est une vidéo qui m'a été demandée sur mon groupe sur Facebook Couture pour tous. Donc je vous invite à rejoindre ce groupe si vous le souhaitez. Donc c'est un groupe qui est tout nouveau, comme ma chaîne YouTube d'ailleurs. Donc où je présente mes vidéos de couture et pour essayer de s'entraider dans le monde de la couture quand on débute, qui est un petit peu difficile parfois. Donc cette vidéo m'a été demandée par certains membres du groupe, donc qui avaient besoin d'explications sur le commencement de la couture avec une machine à coudre. Donc je vais essayer de répondre et de vous aider pour bien démarrer. Donc la première chose à savoir, c'est que souvent quand on commence la couture, on n'a pas envie de faire de gros investissements, et donc on peut trouver maintenant facilement sur le marché des machines à coudre tout à fait fonctionnelles qui sont dans une fourchette de prix à partir de 150 € environ. Donc la machine à coudre de chez Lidl, bien connue, donc la PFAF, qui est donc justement ma machine. Alors je sais pas exactement c'est laquelle hein. Je l'ai acheté il y a un petit moment. Moi c'est la PFAF 1070S, voilà. Donc qui est une petite machine à coudre toute simple, mais qui suffit largement pour bien démarrer la couture. Il n'y a pas de gros soucis avec elle. Après, moi je couds depuis quand j'ai commencé en 2015. Mais à l'époque j'avais acheté une petite Singer Starlet qui était très bien aussi, vraiment. Singer, de toute façon, voilà, il n'y a pas de souci. Mais je l'ai fait tomber et j'ai cassé ce qui sert à enrouler les canettes. Et donc du coup c'était un petit peu embêtant, et au bout d'un moment mon mari a fini par me racheter une machine, et donc il m'a acheté cette machine chez Lidl. Donc voilà pour la petite histoire. Donc voilà, je couds depuis donc 2015 et franchement ça me suffit. Je commence juste à voir certaines limites avec cette machine, c'est au niveau des longueurs de points. Des fois je regarde des tutos, ou je regarde ou même des patrons, enfin voilà, et ils disent toujours de mettre telle longueur de poing, et il faut savoir que sur cette machine la longueur de poing maximum c'est 4, ce qui est déjà je pense très correct, hein. Après voilà, je suis pas une experte, je tiens à le préciser. Je n'ai pas la prétention d'être une experte en couture ou quoi que ce soit. Je suis vraiment pas du tout issue du milieu de la couture. Je fais des petites créations en autodidacte, et donc j'adore ça. Et donc je tenais à vous faire partager ce que moi j'ai pu apprendre pendant ces quelques années de pratique. Voilà, donc ma machine, comme je vous le disais, c'est celle-ci. Alors je vais essayer de la cadrer un peu mieux. Donc c'est la petite machine à coudre de PFAF. Alors quand on reçoit sa machine, quand on la déballe, la première chose qu'on va voir, c'est qu'on va avoir donc la machine évidemment, qu'il n'y aura pas de fil. Alors j'ai tout emmêlé, voilà, qu'il n'y aura pas de fil, ou peut-être il y a un fil, je me souviens plus. Voilà. Et alors on va avoir la machine, et donc elle est branchée, on la branche sur le côté, voilà, hein, elle est branchée sur un secteur, on la branche à la prise, et donc on a un côté avec la prise et un côté avec la pédale. Donc la pédale, c'est ce qui va nous permettre de faire bouger l'aiguille. Voilà, en appuyant, ça va avancer plus ou moins fort, plus ou moins vite, en fonction si on appuie plus ou moins fort, pardon. Donc la pédale, très important. Celle-ci, elle a des petits patins qui sont pas vraiment antidérapants, mais ça va quand même, ça glisse pas trop. J'ai vu pire. Donc on la met par terre, et celle-ci va être actionnée avec le pied. Alors moi je vous recommande de ne pas coudre avec des chaussures avec une grosse semelle.
surtout si vous êtes débutante, préférez coudre soit pieds nus ou avec des chaussons avec une semelle assez fine. En tout cas, dans les premiers temps, ça va vous permettre de mieux sentir la pédale, de mieux sentir si vous allez appuyer plus ou moins fort. Voilà, ça va être une première chose pour vous aider. Donc la machine en elle-même, donc elle a un bouton sur le côté, donc bouton on/off, voilà, et vous voyez qu'on a la petite lumière qui s'allume. Hop, je l'allume. Donc là, si j'appuie sur la pédale, vous allez voir, ça se met en route. Donc évidemment, la machine, pour fonctionner, pour coudre du tissu, on va avoir besoin de fil et d'aiguilles. Donc on va avoir besoin de fil. Donc on va installer une bobine de fil sur le porte-bobine qui est là. Alors vous allez avoir donc ce petit comment dire, un petit capuchon, je sais pas, pour retenir la bobine. En fait, vous allez avoir ce petit format là, qui est le format que moi j'utilise dans 80% des cas, et vous allez avoir celui-ci qui est, je crois, fait pour les plus grosses bobines, mais moi je l'aime moins. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'en fait je trouve que quand on le met, ça arrive, donc on insère comme ça. Alors c'est peut-être moi qui l'utilise pas comme il faut, hein. C'est possible, hein. Ça arrive qu'il s'accroche là, et du coup j'aime moins. Je préfère quand c'est des petites bobines comme ça, je préfère ça. Hop, je le mets et je serre pas à fond. Après, ça c'est mon utilisation personnelle, je serre pas à fond. Je trouve que la bobine elle fonctionne mieux. On serre trop fort, des fois ça fonctionne moins bien. Voilà, donc on a installé la bobine du dessus, et maintenant il va nous falloir une canette. Alors cette machine à coudre, je vais essayer de baisser un petit peu. Voilà, je vais peut-être éteindre la lumière parce que je trouve qu'on voit peut-être mieux sans la lumière. Donc cette machine à coudre, elle a la canette qui est là, vers le bas. Il y a des machines à coudre qui ont la canette là, avec ici souvent un couvercle transparent. C'est beaucoup plus pratique a priori, parce qu'on peut voir la canette et on peut voir si la canette est bientôt vide ou si elle est encore bien pleine. Ou on peut voir aussi des fois s'il y a un problème, s'il y a des boucles ou quoi que ce soit. Mais la nôtre, en tout cas la mienne, la canette est là. Donc on a une petite boîte qu'on enlève, et donc ça va nous libérer cette partie là, donc qui va servir par exemple à faire des ourlets de pantalon, ou des ourlets de manches, ou des ceintures de pantalon, des ceintures de jupe. En fait, parce qu'on peut insérer le vêtement dans cette partie en libérant, en enlevant le petit coffret qui est donc cette partie, ça s'appelle le bras libre. Donc j'essaierai de vous montrer ça tout à l'heure. Et donc vous allez recevoir votre machine à coudre. Donc cette partie, vous allez l'enlever, et à l'intérieur vous aurez une petite pochette avec des accessoires. Je vais vous montrer un petit peu rapidement les accessoires. Je me souviens plus exactement ce qu'il y avait vraiment dans ma machine, mais je vais vous faire le tour rapidement. Donc vous allez avoir normalement cette petite plaque qui est une plaque à repriser. Voilà, j'essaierai de vous montrer un petit peu tout à l'heure comment on l'installe si on a le temps. Donc ça c'est une plaque à repriser. Ensuite vous allez avoir ceci qui est le pied de base pour les fermetures éclairs. C'est pas celui-ci que j'utilise en général, parce que moi j'en ai eu un dans un autre coffret et il est plus petit. Donc je l'utilise plus l'autre, mais je me demande si je vais pas revenir à celui-ci qui était peut-être plus pratique. Donc ça c'est le pied pour fermeture éclair. Alors vous pouvez le reconnaître parce qu'en fait votre aiguille, elle peut piquer. Il y a un trou à gauche, voilà, et un trou à droite, et l'aiguille elle peut piquer soit à gauche soit à droite.
Donc voilà, et ça permet par exemple de mettre le tissu à ce niveau-là et de venir piquer juste au bord. On vous expliquera ça peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc vous allez avoir souvent un petit outil, alors non, l'autre pied, le pied standard on va dire. Donc ça s'accroche là, et puis l'aiguille elle va venir se mettre dans cet espace là, le petit trou là. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, là il y a un petit trou, et en général ça va être la position de votre aiguille va être réglable dans cet espace. Donc ça c'est votre pied standard qu'on va installer sur la machine, et vous allez avoir aussi une petite clé de ce type. Alors c'est vrai qu'on se demande souvent ce que c'est, mais en fait ça c'est le petit tournevis, c'est ce qui va nous permettre de changer notre aiguille sur la machine à coudre. Voilà, parce que là l'aiguille elle est là et ça s'installe avec une petite vis. Ça va aussi nous permettre par exemple de dévisser à cet endroit pour changer le système du pied presseur, et puis ça peut aussi permettre de dévisser les petites plaques qui sont là. Donc c'est vraiment le petit tournevis multifonction de la machine qu'il ne faut pas perdre. Et puis vous allez avoir, alors moi avec ce modèle là, non, je le regrette, mais mon Dieu comme je le regrette, j'ai sur cette machine c'est le système de boutonnière automatique. Le système de boutonnière automatique, eh bien je vais vous dire un truc, je n'y arrive jamais. Jamais je n'y arrive. Alors si quelqu'un qui nous regarde peut vraiment me dire comment réussir à faire des super boutonnières, ce sera un autre sujet, mais en fait je sais m'en servir, hein. En général ça fonctionne bien quand je fais des tests à côté, mais dès que j'essaye sur mon vêtement ça fonctionne plus, donc je sais pas pourquoi, hein, c'est un mystère. Mais donc là c'est le système qui va vous permettre de faire les boutonnières sur vos vêtements. Alors en fait vous l'accrochez à ce niveau sur le pied presseur normal, et puis ensuite vous allez avoir des petits réglages au niveau des boutons de la machine. Alors hop, oui, alors là vous avez un petit diagramme, et donc on peut voir que c'est une forme de boutonnière, voilà. Et puis sur la molette du bas on a aussi le petit diagramme, hop, boutonnière, voilà. Et ensuite on installe le pied, et ensuite on va avoir une tirette à baisser, voilà, à baisser à fond là, avec toujours le petit diagramme boutonnière. Et quand on aura installé, je vais le faire pour vous montrer, quand on aura installé notre pied, hop, quand on a installé notre pied, on va dire avec un bouton, on va dire qu'il y a un bouton là-dedans. Alors oui, parce que celui-ci peut permettre aussi de faire la boutonnière en fonction de la taille de votre bouton. Donc on y reviendra plus tard. Mais donc celui-ci, on tire la tirgette ou la targette et on la pousse à fond. Et ça va permettre en fait, quand ça va se mettre en route, le pied il va bouger comme ça, tac 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 tac. Hop, il va bouger. Ensuite, il va faire le point central, tac, 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 tac. Et puis après, il va revenir comme ça, tac, 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 et il va refaire son petit point. Donc ça, c'est une boutonnière donc automatique, contrairement à sur certaines machines qui ont une boutonnière en 4 temps. Et donc, je vous explique aussi rapidement. Donc, sur les boutonnières en 4 temps, vous allez souvent avoir ces... Et donc, c'est vous qui allez actionner la molette au fur et à mesure. Donc, il y aura des petits diagrammes sur votre molette, qui y aura 1, 2 et 3, 4 en général. Et il faudra actionner la molette au fur et à mesure pour passer à l'étape suivante à chaque fois. Voilà, donc je ne peux pas vous le montrer parce que je n'ai pas ce modèle de machine à coudre. Mais honnêtement, je trouve que c'était beaucoup plus simple. J'arrivais à faire mes boutonnières avec mon ancienne machine. Avec celle-ci, je crois pas avoir réussi à faire une boutonnière nickel. Voilà, donc à chaque fois mes boutonnières sont un peu dégueu, malheureusement. Donc voilà, ça c'était pour les boutonnières. Et donc pour ce petit coffret,
Voilà, donc il va regrouper un peu les accessoires que vous allez avoir dans votre machine au départ. Et souvent aussi, vous allez avoir un jeu d'aiguilles. Alors, je vous ai sorti un petit peu des aiguilles. Je me suis trompée dans mes choix. Bon, c'est pas grave. Je vous ai sorti un petit peu des jeux d'aiguilles que vous allez avoir. En général, vous aurez donc bien sûr, ce sera pas cette marque. Je crois que c'est je suis même pas sûre c'est quoi la marque qui est fournie avec. Enfin bref, ce sera sûrement pas ça parce que moi ça c'est à ma tissuterie locale que je l'achète. Et donc vous aurez un jeu d'aiguilles avec différentes tailles. Donc ce sera 70, 80, 90, 100 en général. Ou alors peut-être que les 90 qui est la taille standard. Mais sachez que c'est bien d'avoir des aiguilles, un panaché d'aiguilles on va dire, parce que les aiguilles doivent être choisies en fonction du tissu que vous allez coudre. Et donc quand vous cousez des tissus qui sont épais, il faut utiliser des aiguilles plus grosses, c'est simple, hein, la plus grande valeur pour tissus plus épais, et pour les tissus fins, des aiguilles plus fines. Donc 70 par exemple pour un tissu qui va être tout fin, et 100 si vous passez sur une double épaisseur de jean ou un truc comme ça, du velours ou quelque chose comme ça. Voilà, donc ça c'était pour les petites aiguilles. Et quand vous commencerez à coudre, vous verrez qu'il existe plusieurs sortes d'aiguilles. Donc on a des aiguilles, donc ça c'est les aiguilles standards, donc il n'y a aucune précision sur l'emballage. Alors il est le truc, voilà, c'est aiguille standard, voilà, avec juste les tailles. Et puis après là par exemple vous avez les aiguilles qui sont faites pour le cuir. Moi je les utilise en général quand je couds du simili cuir. Voilà, et c'est indiqué dessus cuir. Et puis il y a aussi les aiguilles à jersey que je vais aller vous chercher tout à l'heure. Les aiguilles à jean aussi. Voilà. C'est des choses importantes parce qu'au départ, quand on commence, on a tendance à vouloir toujours garder la même aiguille. Et alors un truc que je vais vous dire, c'est que les aiguilles, vous allez les changer régulièrement. Moi, au début, j'ai commencé, j'ai cassé énormément d'aiguilles. Alors c'est une chose que je ne fais presque plus. Mais au départ, je cassais beaucoup d'aiguilles. Et puis, de toute façon, même en dehors de casser les aiguilles assez mousses, elles s'usent. C'est tout à fait normal de les changer régulièrement. Donc là-dessus, il n'y a pas de... Ne vous dites pas, c'est moi qui suis nulle, j'ai encore cassé l'aiguille ou quoi que ce soit. Moi, je me le suis déjà dit. Mais ce ne sera pas le cas. Les aiguilles s'usent et donc il faut les changer au bout d'un moment, c'est normal. La canette. La canette, parce qu'en fait, quand vous allez coudre, vous avez un fil sur le dessus et un fil sur le dessous. Ils vont faire une boucle et c'est ça qui va maintenir votre tissu en place. Donc, on a installé une bobine sur le dessus, ce sera notre fil du dessus, et maintenant il faut le fil du dessous. Donc comme je vous le disais, sur cette machine à coudre, le fil du dessous il se trouve là. C'est là, désolée, ma machine n'est pas très propre, c'est là qu'on va trouver le porte-canette avec la canette à l'intérieur. Donc vous allez avoir une petite languette là, hop, et vous tirez tout simplement la languette. Hop, et on va voir que moi j'ai déjà une petite bobine, une petite canette. Hop là. Donc on a une canette, c'est ça, une canette. Là où on a enroulé du fil, vous pouvez en acheter des canettes toutes faites. Mais il faut faire attention que les canettes soient bien compatibles avec votre machine. Parce que même si elles se ressemblent toutes, a priori, il y aurait des distinctions entre les machines. Et certaines canettes ne sont pas utilisables sur toutes les machines. Donc voilà, ça se présente comme ça. Et donc on a le fil autour. Moi, je vais refaire une canette neuve pour la faire avec vous. Comme ça, vous allez voir un petit peu aussi le fonctionnement. Donc vous avez une canette vierge, on va dire. Voilà, et on va aller l'installer dans cette petite tige qui dépasse. Hop, vous la voyez? Et on la met dedans. Voilà, et ça doit faire pas un petit clip, mais vous voyez, il y a un petit ressort là, donc pour être sûr que c'est bien inséré. Et ensuite, là, on a une petite pièce de plastique. On va les pousser, hop, contre la pièce de plastique. Ce
Ce qui fait que là, quand ça va tourner, c'est plus l'aiguille qui va bouger, c'est ça qui va tourner. Donc, la machine est éteinte. Hein. Je vais suivre le cheminement indiqué par le constructeur. Donc, on va simplement venir suivre le schéma du constructeur. Alors, je suis désolée, ma machine, je me rends compte qu'elle est vraiment pas très propre. Hein. Donc, le constructeur qui nous indique avec des petits pictogrammes là où mettre le fil. Donc, vous voyez qu'ici, quand on enfile la bobine, on va commencer par mettre dans ce petit crochet. Et puis si je voulais aller enfiler mon aiguille, je suivrais le trait et donc je suivrais les numéros, j'irais 1 et puis ensuite 2, 3, 4. Mais là, moi ce que je veux faire c'est ma canette et donc, alors je sais pas si vous voyez bien, et donc en gris, hop, je vais essayer de rapprocher un petit peu peut-être en zoom. Comment je commence ce zoom? Ça marche pas. Donc bon, les petits points gris sur cette machine, c'est là qui nous indique le parcours du fil pour aller jusqu'à la canette. Donc il y a deux petits repères. Donc là vous avez le petit en gris foncé, le petit 1 qui nous dit de passer par ce petit truc là. Alors on va venir le passer au milieu. Hop, faut bien le passer, c'est la tension en fait. Et on va aller jusqu'au petit porte-bobine. Et là donc vous avez le petit 2 et il vous dit, alors on va le remettre comme ça, et il vous dit mettez-le à travers un trou de la bobine. Donc une fois n'est pas coutume, on va faire ce qui nous est demandé. Moi je le passe un petit peu autour comme ça et puis on le passe dans un trou. Alors vous pouvez l'enlever aussi hein. Et puis hop, vous essayez de le passer dans le trou et vous le tenez comme ça, tac, et on remet dessus et on le repousse contre la butée. Et donc maintenant on va allumer la machine, on appuie sur on et on va presser la pédale et vous allez voir que la bobine elle va s'enrouler toute seule. Alors, quand la bobine elle commence tout juste à s'enrouler, ce que vous pouvez faire, c'est... Ça fait juste 2 petits tours. Hein. Hop, je coupe un peu le petit fil qui dépasse tout de suite pour pas que ça fasse d'emmêlage. Et puis on bobine. Bon, bah là, ça va être un peu bruyant. Hein. Ce qui est tout à fait normal. Et donc là vous voyez la bobine qui se remplit petit à petit de manière uniforme. Et on la laisse se remplir. Voilà. Et quand elle est assez pleine, que ça vous convient, vous le repoussez par là et vous coupez le fil. Et on récupère la canette. La canette, il y a un sens pour la mettre dans le porte-canette. Le fil doit être à votre droite, comme ça. Et la canette comme ça. Et quand vous prenez le porte-canette, vous le prenez face à vous. Et hop, vous l'insérez tout simplement comme ça. Donc là, il y a une petite fente sur le côté du porte-canette. Et vous mettez le fil à l'intérieur. Et vous le faites glisser, hop, jusque dans le trou. Et voilà, vous voyez bien qu'il est bien en place et que ça se déroule tranquillement si je tire un petit peu dessus. Donc ça, c'est bon pour la canette. Elle est, oups, j'ai failli me couper. Elle est bien installée dans le porte-canette. Et maintenant, on va aller mettre le porte-canette dans son emplacement. Donc, on ouvre le petit clapet et on attrape le porte-canette par la petite languette là qui se soulève. Et alors là, il faut mettre le trou dans l'espèce de petite tige et puis vous allez voir que vous avez un cran pour ça
Ça doit être vraiment dans le cran. De toute façon, quand vous allez le mettre, si vous ne le mettez pas bien, vous devez entendre un petit clac. Voilà. Voilà. Il faut que ce soit bloqué dans son petit emplacement. Tout simplement. Puis vous faire couper un peu le fil et fermer le capot. Voilà. Après, je vais laisser le capot ouvert, comme ça vous allez peut-être voir pour la suite. Donc en général, quand vous allez avoir votre machine à coudre, vous avez déjà une aiguille qui est installée. Vous avez déjà votre aiguille qui est installée, mais si vous l'avez cassée sans faire exprès ou quoi que ce soit et que vous voulez la changer, c'est tout simple. Vous prenez votre petit outil, vous dévissez. Hop, bon, j'ai serré fort. Hein. Vous dévissez. Bon, j'ai serré super fort. C'est pas bien. Voilà. Vous dévissez et puis bien sûr on enlève le pied et l'aiguille, on fait en sorte en tournant la petite molette que l'aiguille elle soit bien en haut. Et donc après, hop, l'aiguille elle tombe. Sur votre aiguille, vous allez voir que bien souvent vous avez une face ronde et une face plate. Donc de toute façon vous ne pourrez pas insérer votre aiguille si vous ne la mettez pas correctement dans le bon sens. Donc la face plate, elle va vers l'arrière. Hop, on met la face ronde devant nous, on met dans le trou et on pousse à fond. Donc ça soit bien à fond. Je peux pas zoomer plus, mais si vous regardez en dessous, si vous allez regarder un petit peu, vous allez voir le bout de votre aiguille qui tape contre la petite butée. Vous allez le voir à l'œil nu. On resserre un petit peu à la main et puis après on resserre avec le petit outil. Je vais peut-être pas serrer aussi fort que tout à l'heure. Voilà. Faut que ce soit quand même assez serré parce qu'avec les vibrations, faut pas que ça tombe. Mais bon, ça sert non plus à rien de le serrer comme une folle parce qu'après vous allez peut-être le même casser l'aiguille. Donc j'ai pris mon pied presseur, paf, et je l'ai mis là-dessous, à peu près en dessous, là où j'ai vu qu'il y a le petit crochet. Et puis derrière l'aiguille, derrière la machine là. Alors est-ce qu'on voit? Là, on voit pas. Là, derrière la machine, on a une espèce de petit levier. Et ça, c'est ce qui sert à monter et à baisser le pied. Et ça, c'est ce qui sert à l'enlever. Là. Derrière, juste derrière le pied, on a une espèce de petit levier encore. Et c'est ce qui sert à enlever le pied quand on veut en changer. Donc, moi, je vais mettre le pied presseur standard. Donc, je le positionne à peu près en dessous de mon crochet. Hop, je le positionne et hop, je baisse. Et ça s'est accroché tout seul. Enfiler le fil supérieur. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on a le petit cheminement et on va simplement le suivre. Le petit cheminement. Donc là, le fil est passé dans le premier crochet. Ensuite, il me dit, je passe en dessous ça. Donc, je passe en dessous ça. Et je vais entendre un petit clips quand le fil il va rentrer à l'intérieur des trucs de tension, des disques de... Enfin, je sais pas si c'est des disques de tension, mais je vais entendre un petit clip. Vous voyez, ça va être bien passé, vraiment. Ensuite, 2, je dois descendre. Je descends. 3, je dois remonter. Je remonte. Voilà, là, c'est bon. Je fais tourner la petite molette à la main et je vais avoir, oh, j'imagine le petit crochet là qui remonte. Et ça, c'est mon numéro 4. Je le passe dans le crochet. Et 5, je redescends. Voilà. En fait, c'est tout simple. Il suffit vraiment de suivre les flèches. Il n'y a rien de compliqué, il faut juste bien s'assurer que c'est bien, ça passe bien dans les disques au moment où ça va passer dans les disques, etc. Et donc le dernier, c'est juste au-dessus de l'aiguille. Vous allez avoir un petit œillet souvent, où là c'est un petit crochet, et il faut le passer dedans. Hop,
au-dessus de l'aiguille. Ma machine, donc la PFAF, est équipée du système d'enfilage automatique. Je ne l'utilise jamais parce que je trouve que ça fonctionne pas très bien, ou alors je ne sais pas m'en servir bien. Normalement, il faut faire aller le petit fil vers le bas, hop, remonter, j'ai des bêtises, remonte le petit fil vers le bas, remonter. Donc il y a une espèce de gros. Alors on descend là, il y a une tirette, une première tirette, vous allez le voir, vous ne pouvez pas la louper, une petite tirette blanche. On la descend jusqu'en bas. L'aiguille doit être remontée jusqu'en haut. Ensuite, je vais venir mettre mon fil dans un petit crochet. Tac. Je reviens vers là. Et l'aiguille, elle est prise, on va dire, en sandwich dans des petits crochets. Et normalement, je dois la faire passer comme ça. Mais ça fonctionne jamais chez moi, donc je vais le faire, mais sans certitude que ça va marcher. Et après, quand je le relâche, ça fait rien du tout. Donc je l'ai mal fait. Donc, utiliser la méthode standard. Alors ça, je vous invite à regarder sur le manuel d'utilisation de la machine parce que c'est expliqué. Ça a déjà fonctionné chez moi, mais en fait, je n'ai pas pris le temps de re-regarder, et puis voilà. Donc, je l'ai inséré dans le trou de l'aiguille, qui s'appelle un chat, le chat de l'aiguille, et puis ensuite, je fais aller le fil vers l'arrière, hop, de la machine. Et maintenant, on va redescendre. Donc, vous voyez, est-ce que vous voyez que j'ai mis mon fil? Alors, j'espère c'est un fil gris, donc je suis pas sûre que ce soit ce qu'il y a de plus visible. Je l'ai mis dans le chat de l'aiguille et je le fais aller vers l'arrière. Et maintenant, je vais ouvrir le petit cache pour que vous voyez ce qui se passe en dessous. Donc, je vais descendre mon aiguille à la main, toujours. Hop, et puis l'aiguille, elle va aller à l'intérieur du porte-bobine avec mon fil. Et mon fil va attraper le fil d'en dessous. Et il va faire une espèce de boucle, il va faire tout le tour. Et si je tire tout doucement, je vais voir normalement le fil d'en dessous qui remonte avec mon fil. Il est là. Hop, voilà. Donc, j'ai maintenant les deux fils qui sont en haut. Et je peux refermer le petit clapet. Et donc, j'ai bien mes deux fils et je vais les mettre vers l'arrière. Et voilà. Donc là, la machine, elle est enfilée, elle est prête à fonctionner. Et on va voir maintenant comment faire une première couture. Donc, la première chose, c'est coudre. On va venir assembler juste 2 pièces de coton au point droit. Donc, quand je dis souvent dans mes vidéos, assembler au point droit. Donc, le point droit, ça va être sur votre machine. Alors, cette machine a plein de points, je vais pas tous vous détailler, vraiment je vais vraiment faire un survol parce que sinon je pense qu'on en a pour quelques heures. Donc la première chose à faire, c'est de savoir déjà coudre au point droit. Donc le point droit, c'est tout simple, ça va être cette ligne en pointillé noir. Voilà. Donc ensuite, la molette du dessus, elle va servir à régler la longueur de votre point. Donc soit vous pouvez faire des tout petits points, donc ce qu'on utilise par exemple pour les boutonnières, des points de 2, des points de 2,5, 3, jusqu'à 4, ce que je vous disais tout à l'heure, jusqu'à 4. Donc 4, ça va être la longueur du point. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit peu, vous allez voir la différence. Ensuite, là, ça va être le réglage pour le positionnement de l'aiguille. Alors, ça peut servir surtout quand on fait des points zigzag. Je vous montrerai aussi tout à l'heure. Mais moi, je mets quasiment tout le temps à 5 parce qu'en fait, quand je suis à 5, j'ai remarqué, je suis au niveau de la distance en fait, ça gère l'endroit où votre aiguille va piquer sur le tissu. Si je vais tourner en même temps, vous allez voir, mon aiguille va bouger. Alors, est-ce qu'on voit? Si là je suis à 5, donc mon aiguille elle est le plus possible sur la gauche. Si je bouge l'aiguille, donc là par exemple je suis à 3, l'aiguille elle s'est mise un peu plus vers le milieu. Et en fait sur cette machine là, si je vais être
au milieu pile poil de mon pied presseur, il faut que je sois à 0. Voilà, là je suis à 0, je suis au milieu du pied presseur. Donc le modèle que j'avais avant, la Singer, elle avait une fonction en plus où vraiment je pouvais mettre l'aiguille tout à droite. Et celle-ci ne l'a pas. Donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, donc là on va régler, moi je mets en général à 5. Voilà, comme ça je suis à peu près à 1 cm du bord. À peu près à 1 cm par rapport à cette ligne là. Vous avez sur votre plaque de couture, là vous avez des petites lignes. Et en fait, par rapport à cette première ligne, en mettant à 5, je suis à 1 cm. Voilà, grosso modo. Ensuite, on a les tensions. Alors ça, c'est un truc que je ne touche quasiment pas. Quand on veut faire des fronces, on va mettre la tension à 0. Enfin, ça, c'est des choses qu'on verra peut-être un peu plus tard. Dans un premier temps, on va faire une couture toute simple, toute droite, déjà pour voir par quoi commencer quand vous allez avoir votre machine. Déjà, c'est apprendre à l'enfiler. Donc, on a vu, c'était super simple. La canette, l'aiguille, mettre les bobines et puis ensuite commencer par faire un premier point droit. Donc, ce que je vous recommande vraiment, c'est de vous procurer des chutes de tissu. Alors ça peut être des morceaux de drap, ça peut être des chutes d'un ancien habit, vous découpez des morceaux de coton, peu importe, d'un oreiller ou quoi que ce soit, et de vous entraîner d'abord sur des tissus qui n'ont pas de valeur. Pas de valeur parce qu'après vous allez être un peu triste si vous gâchez les jolis tissus, et puis c'est pas très encourageant pour la suite, hein. Donc moi, c'est ce que je faisais au départ quand j'ai commencé. Je faisais beaucoup de récupération de tissu. J'achetais rarement, en fait, du tissu. Je récupérais. Bon, sauf que, pour vous dire la vraie chose, quand j'ai acheté ma machine à coudre, la première, c'était parce que je voulais coudre des housses pour mes chaises. Et donc, je ne savais absolument pas coudre. C'était la première fois que je faisais. Et je me suis lancée tout de suite dans la couture de housses de chaises. Donc, j'ai pas du tout choisi le truc le plus simple, mais bon, ça m'a permis d'avancer, hein, et voilà. Donc, ne faites pas comme moi, essayez de vous entraîner sur des petits projets avant, des choses simples, des lingettes, des trucs faciles que vous pouvez faire sans trop de difficultés. Donc, moi, pour vous montrer, j'ai pris des petits morceaux de coton. Important, n'allez pas essayer de coudre au départ des tissus trop compliqués. N'allez pas commencer par coudre par exemple du jersey ou du tissu par exemple de l'organza ou des choses trop fluides, des tissus qui bougent beaucoup. Vraiment tout au début, vraiment quand vous voulez vous exercer avec votre machine, prenez des tissus tout simples. Le coton, franchement, c'est la base, c'est le plus facile, ça bouge pas, ça se bien, il n'y a pas de souci. Donc prenez un morceau de coton, je vous dis, ça peut être un bout de drap, un drap en coton, et puis si vous avez des trous dedans ou des taches, hop, vous découpez et vous récupérez en même temps. Ça peut vous aider à vous entraîner. Et d'ailleurs, je crois que quand on achète les machines, on a toujours un petit carré avec un petit carré de coton qu'on peut faire des premières coutures là où la machine a dû être testée au départ. Donc, je me suis mis au point droit et je me suis mis en longueur de point 4. Alors, la longueur de point 4, je ne l'utilise pas trop pour coudre, je l'utilise plutôt pour pour surjeter. Par exemple, quand je vais assembler deux pièces comme ça, je vais les assembler entre elles et puis après je vais hop, on va dire que ça va être le dessus et ça le dessous, et après je vais faire une surpiquer. Je vais revenir coudre par dessus pour que les deux tissus restent bien ensemble en place. Là je vais utiliser vraiment le point 4 et je trouve que ça fait plus joli. Et puis ça n'a pas besoin d'être super solide. Par contre, je vais pas coudre en point 4 parce que si je couds en point 4, des fois vous allez voir les points, ils peuvent être visibles. Enfin, vous allez faire vos tests et vous allez le voir. Donc
On va prendre justement les 2 petits coupons de tissu. Alors je suis désolée, j'avais pas de tissu blanc. J'avais pas de coton blanc pour vous faire la démonstration. Et en général, quand on veut assembler 2 pièces, on va venir les positionner endroit contre endroit. Donc on va venir les positionner l'endroit contre l'endroit, parce que quand on va les mettre endroit contre endroit, ça c'est dans la majorité des cas, hein, en fonction de ce qu'on fait, bien sûr. Hein. Il y a peut-être des cas où vous n'allez pas coudre endroit contre endroit, peut-être des fois vous allez coudre envers contre endroit, c'est possible. Hein. Mais dans la majorité des cas, on va venir coudre endroit contre endroit, parce que quand on va coudre endroit contre endroit, alors j'ai des petites épingles hein, pour faire tenir le tissu en place. J'utilise des petites épingles, soit des épingles, des petits pics comme ça. Alors, les petites épingles comme ça. Bon, j'en ai plus beaucoup parce que je les ai beaucoup perdus, donc ça c'est pratique aussi quand on a des tissus qu'on ne veut pas perforer, par exemple quand on coud du simili-cuir. Bref, donc dans la majorité des cas, on va coudre endroit contre endroit et on va venir maintenir notre tissu en place comme ça. Hop, voilà, je tiens mes tissus ensemble. Alors faites pas attention parce que là c'est vraiment moche. Et on va venir faire notre piqûre à... je vois que là, il y a un petit problème de lumière. C'est un problème de lumière. On va venir faire notre piqûre là, en général, à 1 cm, vraiment en général, à 1 cm du bord qu'on a coupé. Et donc, la partie des 1 cm, où ce ne sera pas cousu, c'est ça qui s'appelle les marges de couture. Donc souvent, si vous achetez un patron, alors soit les marges de couture sont incluses, et on vous dit cousez à 1 cm du bord, ou soit il faut que vous rajoutiez 1 cm tout autour de votre pièce, qui seront vos marges de couture. Parce que donc on a le pied qui est standard, et si je veux coudre à 1 cm du bord, moi je me suis mise à 5, et si je veux coudre, alors au niveau des tensions, là en général je le laisse à 4 ou 5, j'y touche pas trop. Donc si je veux venir coudre à... Hop, je vais venir positionner mon tissu et je descends le pied. En descendant le pied, le tissu il est bloqué. Je vous ai pas montré, mais en fait sur la plaque là, vous avez des griffes d'entraînement. Donc notre machine, enfin cette machine simple et la plupart des machines simples, c'est des griffes, il y a une paire de griffes d'entraînement, il n'y a pas double griffe d'entraînement, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc le tissu il va être avancé par là, par en dessous. Donc le tissu, au fur et à mesure qu'on va coudre, le tissu il va avancer tout seul grâce à ces petites griffes. Donc on va venir hop, bloquer le tissu. Bon, j'allume ma machine, ce sera mieux. Et puis on peut venir tout de suite descendre l'aiguille là où on veut qu'elle pique. Et enfin, on va commencer à actionner tout doucement la pédale. Alors, c'est un début, on y va vraiment doucement. Donc là, je suis en point 3. Je fais un point. Là, j'ai fait un point. Un point, 2 points, 3 points, allez, 4 points. Et comme je veux faire un nœud, je dis souvent, on fait un point d'arrêt. En fait, le point d'arrêt, c'est cette petite molette que vous avez là. Molette là. On a une petite molette reverse. En fait, on actionne cette petite molette et les griffes vont aller en sens inverse. Ce qui veut dire que le tissu, il va... donc là, il avance. Le tissu, là, il va reculer. Et donc, en fait, j'ai fait 4 points. Donc, hop. Hop, j'ai refait mes points. Donc, je l'actionne tout le temps quand je veux que ça recule. Et donc, après, je repars en marche avant. Jusqu'au bout. Hop. Et on retire bien les aiguilles, les petites épingles au fur et à mesure de la couture. Bon là, faudra pas faire attention, c'est pas du 1 cm du bord parce que le tissu il n'était pas coupé correctement, donc voilà. Mais en général,
Et quand j'arrive à la fin de la partie que je veux assembler, je fais la même chose. Je rappuie sur le bouton reverse, hop, sur 3 ou 4 points. Donc ça m'a fait une petite marche arrière grâce au griffe. Et ensuite, je ravance. Et là, vous êtes sûr que votre tissu il ne va pas bouger. Il va pas la couture, elle va pas se défaire. Donc quand on est arrivé à la fin, on soulève par la petite, le petit levier qui est à l'arrière. On soulève, hop, ça va libérer le tissu et on tire son tissu par l'arrière comme ça, hop, vers l'arrière. Et on coupe les fils. Alors vous pouvez prendre avec un ciseau ou quoi. Et en général sur les machines, vous avez sur le côté là un petit, une petite tétine là, et hop, vous coincez votre fil dedans et en fait ça coupe. C'est un coupe-fil. On a les pièces. J'ai pas cousu droit. On a les pièces qui sont assemblées entre elles. Hein, et vous pouvez voir, si vous regardez votre couture, vous allez voir les petits traits. Les petits traits qui sont les petits traits de la couture. On voit. Vous pouvez vous entraîner à faire plusieurs lignes en changeant la longueur du point. Alors, je vais faire une autre ligne. Vous remettez juste à côté. Ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à faire un peu des lignes droites. Vous mettez par exemple la ligne que vous venez de coudre contre le pied presseur et vous essayez de rester en suivant cette ligne. Aussi, ce que je vous ai pas dit, c'est que souvent quand on commence une couture, il faut prendre les fils là, les petits fils, et on les tire un petit peu vers l'arrière. Comme ça aide le tissu à avancer. Alors, pareil, le positionnement des mains. Cette main là, elle va vraiment, on pousse pas le tissu. La main, elle guide juste le tissu. Bien à plat comme ça, bien à plat. Et cette main aussi, c'est vraiment les mains à guide. Mais on pousse pas le tissu. C'est la machine qui fait son travail toute seule. Nous, on sert juste pour guider le tissu. Hop, je lève et je tire vers l'arrière. Et si je vois que ça bloque un peu, hop, vous pouvez tourner un peu la molette pour aider le fil à se détendre. Et alors là, on voit, je ne sais pas si vous allez voir, je pense que vous n'allez rien voir du tout, mais on voit que mes points ils sont beaucoup plus petits. J'ai l'impression que j'ai un problème de tension, peut-être un peu trop tendu. On voit que les points sont beaucoup plus petits parce que j'ai mis en allez, j'ai mis en 1,5. Vraiment, les points, ils sont très très proches les uns des autres. Voilà, et si on fait une ligne, par exemple, on va faire une 4, comme ça, vous allez vraiment voir peut-être la différence. Bon, j'ai pas fait de point arrière, c'est pas bien. Mais là, alors... Est-ce que la différence, vous allez la voir? Je sais pas, mais enfin, entraînez-vous avec votre machine et je pense que vous verrez la différence. Donc, ça, c'est pour le point droit, donc qui sert à assembler les tissus en coton ou les tissus en jean ou peu importe, hein, tous les tissus, l'un avec l'autre. Et donc, quand vous allez découper votre pièce de tissu, vous superposez l'endroit contre l'endroit et vous faites votre couture au point droit, tac tac tac, tout simplement, et ce sera bien assemblé. Alors normalement, ouais, hop là, si je remets sur l'endroit, on voit que mon tissu il est assemblé. Donc la dernière ligne de point que j'ai fait, c'était en point 4. Donc en fait, il y a un point tous les, je pense que c'est 4 mm. Il y a un point qui est fait tous les 4 mm. Et du coup, moi je trouve que en 4 c'est pas assez. Après, ça dépend toujours des tissus. Hein. Mais alors là, j'ai pas fait de point d'arrêt. Donc comme j'ai pas fait de point d'arrêt, on voit que la couture là, si je veux, je la défais. Hein. Voilà.
Tandis que l'autre d'avant, là, j'ai fait un point d'arrêt. Alors là, avant de le défaire, il faut y aller. Donc voilà, ça c'était pour la petite couture au point droit. Donc rien de très compliqué. Et puis, vous avez... Alors, est-ce que j'aurais pas une couleur mieux que ça? Bon. Et puis, vous avez... On va se mettre sur le rose. Vous avez les autres points de votre machine qui peuvent vous servir. Vous avez le point zigzag, qui va être un point que vous allez beaucoup utiliser. Et en fait, la machine point zigzag, bah, ça va faire, comme son nom l'indique, des zigzags. Hop, elle va piquer un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Et en fait, les réglages, là, c'est surtout pour ça que ça va vraiment bien vous servir, je pense. Donc, si vous mettez sur 5, vous aurez des gros zigzags. Ouais, vous voyez d'abord, vous avez le petit schéma. Si vous mettez sur 5, vous allez avoir ces gros zigzags là. Et plus vous allez descendre, plus les zigzags vont être serrés. Donc ça va être des tout petits zigzags. Ensuite, si vous mettez sur 4, vous allez avoir par exemple un tout petit zigzag, mais espacé. Voilà, un zigzag, tous les 4 mm, il va y avoir un zigzag. Si vous mettez sur 3, ils vont être plus rapprochés, et ainsi de suite. Et plus vous allez les faire serrer, plus ils vont être, moins ils vont être espacés. Donc on va voir ça tout de suite parce que je vais vous montrer. Hop, par exemple, donc là je suis sur un point zigzag de 1 et j'ai mis longueur 2. Donc largeur 1, longueur 2. Et là, j'ai mis point zigzag. Alors, on se méfie parce qu'il y a plusieurs couleurs. Nous, on se fie toujours à la couleur noire pour l'instant. Parce qu'après, pour actionner les couleurs rouges et les couleurs bleues, il faut passer sur S2 et S1. Mais ça, on le verra plus tard. Le point zigzag. Et je vais aller faire un petit zigzag. Alors, je vois que c'est pas bien. Je pense que vous voyez pas grand chose. Et que j'ai un petit souci de réglage avec mes fils. Même. J'ai un tout petit zigzag qui est qui est assez serré. Je vais essayer de vous montrer avec un... Pourquoi j'ai des problèmes? Donc voilà, on a un zigzag là qui est tout petit et assez serré. Et on va aller faire un zigzag plus long. Et après, je vais vous montrer un truc. Hop. On reste toujours sur le point de zigzag et on va mettre, parce que bon, bah là j'étais sur le 1, donc c'est vraiment un tout petit point de zigzag. On va mettre un 3. Voilà. Et alors, tout de suite en 3, vous voyez un vrai zigzag. Tout de suite en 3, vous voyez vraiment tic, 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 tic. Un vrai zigzag. Voilà. Dessus comme dessous. Et alors, si on met, par exemple, en 5, on va avoir le grand zigzag. Donc en 5, l'aiguille, on va aller au maximum à gauche et au maximum à droite. Donc là, j'ai fait un point, encore un petit peu, en 5, mais il est assez espacé. Il est espacé de
3 mm. Enfin, on va le mettre super proche. On va le mettre encore plus proche. Et voilà. On a fait plusieurs longueurs de zigzag pour que vous voyez un petit peu les différences. Donc là, on est sur un point zigzag de 5. J'ai mis 5 sur la largeur de mon point, qui était espacé quand même. Il était quand même pas mal espacé, je crois, en 3. Là, je suis redescendue. Alors, on voit vraiment que les points sont beaucoup plus proches les uns des autres. Voilà, c'est toujours un joli zigzag, mais les points sont très proches les uns des autres. Là, je l'ai carrément mis, je crois, sur presque 0. Donc, ça fait un point comme ça. Et ensuite, là, je l'ai remonté un petit peu à 1. Voilà. Donc là, vous avez toutes les sortes de points zigzag. Le point zigzag, il va surtout être utilisé pour plusieurs choses. Alors, le point zigzag, il va être utilisé, par exemple, quand vous voulez coudre un tissu qui s'effiloche. Alors, un tissu qui s'effiloche, c'est tout simple. Là, vous avez un exemple typique de tissu qui s'effiloche. Donc ça, c'est un tissu en coton, donc c'est chaîne et trame. Donc en fait, il va avoir... il va être tissé dans un sens et puis dans l'autre. Et donc, ce tissu-là, il a tendance à s'effilocher un peu. On voit que si je tire, les fils s'en vont. Et donc, souvent, quand on coud ce genre de tissu, on fait une couture au point droit. Et puis après, on va venir surfiler les bords. Je vais vous montrer. Hop, je couds au point droit. Alors là, je suis en 5 et on va mettre en 3. On va dire que j'ai cousu au point droit. Voilà. Et ensuite, j'ai pas envie que mon tissu s'effiloche, parce que si s'effiloche, en fait, si s'effiloche, il va finir par s'effilocher, s'user et finalement faire un trou. Et ensuite, je vais faire donc je vais surfiler le tour de mon tissu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un point zigzag sur la ligne du bord dans la marge de couture. Et il faut faire un point. Alors, il y a plusieurs techniques. Il y a les personnes qui font, ils se mettent là, par exemple, ils font leur point zigzag comme ça, dans l'intérieur de la marge de couture, et ensuite ils découpent le surplus. Et après, il y a les autres personnes qui font un point dans la marge de couture et un point juste au bord de l'extérieur. Et donc moi, c'est plutôt comme ça que je vais vous montrer. Donc là, si on regarde, mon tissu, en fait, il est prisonnier. Voilà. J'ai fait un point droit. Et puis ensuite, mon tissu, là, il est emprisonné dans le point zigzag, comme ça. Hop. Il y a des petits bouts qui dépassent, mais c'est pas grave. Ça va empêcher que le tissu il continue de s'effilocher davantage. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on appelle surfiler. Et ça, c'est quelque chose qui est très très utilisé parce que les tissus qui s'effilochent, en fait, les vêtements s'abîment plus rapidement. Donc après, il n'y a pas trop d'intérêt. Les points zigzag, donc ça va servir donc pour surfiler votre création. Et puis ça va également servir, par exemple, si vous voulez assembler un tissu qui va être extensible. Si vous n'avez pas de surjeteuse, donc en général quand on débute on n'a pas de surjeteuse, hein, on est d'accord, le point droit,
ça va pas être efficace pour assembler du tissu qui va être du tissu extensible. Je vais aller vous chercher un morceau de tissu extensible. Le point droit, il n'est pas fait pour les tissus extensibles parce que déjà d'une part, ça les assemble pas super bien. Vous allez voir, et aussi parce que ça tient pas dans le temps. Le tissu extensible justement est extensible, donc il bouge, et le point droit est droit, donc droit égale rigide, et il n'est pas fait pour bouger avec l'extensibilité du tissu. Donc là, on va dire qu'on va venir assembler cette partie là. Voilà, on va dire, donc je mets le tissu endroit contre endroit, et je vais venir essayer d'assembler, donc je vais mettre mon tissu endroit contre endroit, et je vais venir essayer d'assembler mon tissu là au point droit. Donc je le positionne comme tout à l'heure, je vais mettre un point droit, et je vais mettre on va mettre l'aiguille là, à peu près au milieu, et je vais mettre un point de 3. Allez, et puis on essaye d'assembler. Peut-être que ça va marcher parce que mon tissu il est quand même extensible, mais il est quand même pas très il est quand même un peu épais, donc je vois que mes points ils sont plutôt pas mal, donc je pense pas que ce soit une aiguille pour jersey, donc c'est pas normal, mais bon, c'est peut-être bien une aiguille pour jersey en fin de compte. Donc normalement vos points, voilà, c'est pas une bonne démonstration parce que normalement les points jersey ils sont pas foncés bien coudre bien. Bon là c'est quand même assez bien cousu, donc bon normalement voilà, bon, on voit quand même que c'est que ça bouge en fait, et que comme le point ne va pas bouger, le tissu il va finir par se dégrader, il va s'abîmer, il va se dégrader. Donc normalement lorsque l'on veut coudre du tissu extensible comme ça, qui est un tissu un petit peu sweat mais fin, on doit utiliser soit le point zigzag, donc on met un petit point et assez rapproché. Voilà. Tadam. J'aurais peut-être pu le rapprocher encore un peu plus. Donc le point zigzag il va permettre au tissu de garder l'élasticité et de pouvoir bouger. Donc c'est le point qu'on recommande en général quand on veut coudre du tissu extensible et qu'on a une machine à coudre et qu'on n'a pas de surjeteuse. Ou alors on peut utiliser avec cette machine là le point qui est donc... Et alors c'était ça aussi que j'avais apprécié sur cette machine, c'était le point extensible. Alors quand vous voulez utiliser les couleurs bleues ou les couleurs rouges de votre machine, il va falloir passer sur les programmes S2 ou S1. Voilà, moi je vais utiliser le programme, on va mettre sur S1, et je vais chercher mon point extensible. Donc mon point extensible ça va être celui-ci, le petit bleu là, tac, mais en fait il va faire une couture en épi, et ça c'est le point extensible de cette machine. Je vais vous montrer ce que ça va faire. Alors je rappelle, j'ai sélectionné avec le sélecteur là, j'ai sélectionné S1, et ensuite avec le sélecteur de points je suis venu sélectionner un point épi, les points épi, ça fait des traits et des petits traits en diagonale. Voilà, et ça c'est un point pour tissu extensible. Alors pareil, le résultat il va pas être le même en fonction de ce que vous allez choisir. Si vous mettez là je suis en 2 par exemple au niveau de la largeur du point, et si vous mettez 5,
si vous mettez un, voilà, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc ça, c'est tout à fait logique. Donc là, c'est le point extensible. Donc en fait, ce point extensible, moi, ce que je trouve mieux par rapport au point zigzag sur cette machine-là, c'est que le point zigzag, ça peut faire des petits trous quand même entre les points. Tandis que ce point-là, il faut que la partie... c'est pour ça que j'ai sélectionné le bleu. Il faut que la partie de ligne, des petites lignes, elle soit du côté de votre vêtement, et la partie des traits, les petits traits en diagonale, ils soient dans la marge. Voilà. Comme ça, en fait, vous avez une partie qui est quand même droite, et en fait, on voit pas les trous de couture. Ça fait vraiment une couture qui est propre. Bon, voilà, je l'ai cousu en plusieurs points différents, donc c'est plusieurs largeurs différentes, mais c'est un bon point d'assemblage que je vous recommande d'utiliser si vous voulez coudre avec votre machine à coudre des tissus extensibles. Et ensuite, un autre point que je peux vous montrer, c'est toujours aussi dans le sélecteur bleu, on reste toujours sur S1 et on peut sélectionner le point qui est juste avant, celui-ci. Hop, donc je tourne vers la gauche et je vais sélectionner, en fait, comme je suis sur S1, ça va se mettre automatiquement sur le pictogramme bleu là, le bleu, pardon, et donc ça c'est un point de surjet. Donc par exemple, je veux surjeter le bord. En fait, ça, on va dire ça remplace, mais ça fait un petit peu le même principe qu'un point zigzag qui irait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et un peu un même principe qu'une surjeteuse, sauf que ça coupe pas le fil, bien sûr. Voilà. Et alors ça, c'est pas mal du tout. Voilà. C'est quand même une finition qui est assez propre. Ça fait quand même une finition qui est assez propre là. Et vous pouvez l'utiliser pour finir vos vêtements à l'intérieur plutôt que de faire un point zigzag. Ça utilise un peu plus de fil peut-être. Et je vais faire un test parce qu'en fait moi je l'utilise pas trop souvent parce que j'ai une surjeteuse maintenant. Mais avant je l'utilisais quand même. Voilà. Alors en fait, c'est ce que je me disais, c'est qu'en fait, ce point, donc il coud et il surjette en même temps. Donc il fait vraiment un peu comme une surjeteuse. Alors moi, je vous conseillerais de l'utiliser parce que vraiment, c'est vraiment... je crois que je ne l'ai jamais utilisé dans cette fonction-là. Moi, je l'ai déjà utilisé, mais en fonction surjet. Mais en fait, je me rends compte que c'est assez logique, en fait, puisqu'il y a une ligne. On voit très clairement qu'il a une ligne de couture, comme ça. Et après, la ligne qui surjette, qui emprisonne le fil. Donc, si je le retourne, on voit que c'est cousu. C'est cousu. Il y a peut-être un petit peu trop d'écart, donc je vais refaire la même chose
avec un surjet un tout petit peu moins large, mais ça c'est vraiment voilà. Voilà ce que ça donne. Donc on voit quand même que c'est pas trop mal, hein. C'est pas trop mal du tout. C'est cousu et bon bah là je l'ai fait à l'arrache, hein. Et c'est surjeté. Voilà, donc ça c'était pour le point de surjet. Et puis après vous étiez sur le sélecteur rouge et j'ai mis ce point là. Donc c'était plus ce point là que j'utilisais pour faire le surjet. Et on va le faire parce que ce point là du coup il surjette, mais il ne doit pas coudre. Il ne doit pas coudre logiquement. Bon, j'ai des petits fils là. Ils n'ont rien à faire là. Hop. Donc il ne doit pas coudre parce que il y a des espaces en fait. Il y a des espaces entre les petits triangles, mais ça peut servir pour faire une finition propre. Voilà. Mais quand on tire un peu, on voit que voilà, ça coupe pas, c'est pas très joli. C'est pas très propre. Donc voilà grosso modo ce qu'il y a à savoir, c'est que pour tout ce qui est le tissu de coton, vous pouvez utiliser le point droit, faire également un petit surjet, on va dire, au point zigzag. Pour les tissus extensifs, vous pouvez quand même les coudre même avec votre machine. Il faut arrêter de dire que les personnes qui n'ont pas de surjeteuse ne peuvent pas faire de vêtements extensibles. C'est pas vrai. On peut tout à fait en faire. Ce que je peux vous conseiller au niveau des erreurs que moi j'ai commises au départ de mon apprentissage de couture, c'est au départ, chaque fois que je faisais une couture, j'utilisais le fil assorti. C'est-à-dire que si je cousais quelque chose de violet, j'allais acheter du fil violet pour coudre ma pièce. Et c'est une chose que je ne fais plus. Je ne fais plus du tout parce que je ne prends le fil assorti que lorsque je fais... donc je ne prends le fil assorti que lorsque je surpique mon travail. Par exemple, tiens d'ailleurs je vais vous montrer, hop, on va faire un petit test. Tac. Hop, je fais passer dans le pied. Il va chercher mon fil de ma canette. Je remonte les fils. Hop. Hop. Et alors, notre joli petit ouvrage de tout à l'heure. Il n'est pas très joli en vrai, hein. Quand je vous dis que je surfile, c'est par exemple, je vais venir normalement. Les marges de couture sont à l'intérieur. Ça, je suis sur l'endroit. Admettons que je suis en train de faire une lingette, on va dire. Là, je suis sur l'endroit. Et normalement, je repasse pour bien mettre en place les marges de couture. Tac.
Et ensuite, je dis, hop, je vais faire une petite surpiqûre à quelques millimètres du bord. Je vous dis dans les tutos, faites une surpiqûre à quelques millimètres du bord. Donc, au niveau de ces petites molettes, là, je vais mettre, par exemple, à 0, parce que je veux que ce soit le plus près du bord possible. Et au niveau de la longueur de mon point, je vais mettre à 4. Comme ça va être une longueur assez jolie. Et ensuite, je me positionne pour que ça soit le plus près à la position que je veux. Là, je vais faire à quelques millimètres. Je positionne mon aiguille. Je bloque mon tissu en dessous. Je place mon aiguille dans le tissu. Et puis, je tire un petit peu mes fils vers l'arrière. Et on y va. Je pense que j'ai pas bien mis ma je pense que j'ai pas bien mis ma canette. Oui. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait? Si, j'ai bien mis. Ça a l'air bien mis pourtant. Bon, on va voir. Ou alors c'est un peu trop épais parce que j'ai peut-être les coutures de point zigzag qui sont en dessous. Alors, n'hésitez pas à aider votre machine. Ce sont des machines qui sont, si vous avez comme moi, j'ai cette petite machine à coudre ou une autre petite machine à coudre comme ça, par exemple une Quig ou des choses comme ça, les Quig de chez Aldi, c'est des machines qui sont bien pour débuter, mais c'est pas non plus les machines les plus puissantes. Donc si vous voyez que votre machine elle a du mal, moi franchement je fais super souvent. Alors je sais ce qui se passe, c'est que j'ai tout désenfilé mon fil, j'ai fait n'importe quoi. J'utilise super souvent là, voilà. Alors si vous êtes mal enfilé, ça marchera pas. Hein, si vous êtes mal enfilé, ça marchera pas. Il y aura un truc qui bloquera. Vous serez obligé de vous dire qu'est-ce que j'ai fait. Il y a quelque chose qui va pas. Et vous voyez, c'est tout à fait ce que j'ai fait parce que je l'ai défait pour vous montrer la canette et puis j'ai oublié de la remettre. Voilà, c'est comme ça qu'on voit les erreurs et c'est comme ça qu'on apprend. Donc si vous avez mal enfilé, il y aura un truc qui va bloquer. Ça c'est quasiment certain. S'il y a quelque chose qui est bloqué ou quoi que ce soit, c'est forcément, on va dire, une erreur de votre part, pas forcément une erreur de la machine. Ça sert à rien de s'énerver sur la machine, la plupart du temps c'est une erreur humaine, même si on regarde 10 fois, 15 fois, on se dit mais non, j'ai tout bien fait. En fait non, il y a toujours un petit truc qui est mal fait et ça vient pas de la machine, ça vient de l'homme. Et oui, donc moi quand je vois que ma machine a un petit peu du mal, j'hésite pas à tourner un petit peu la molette pour l'aider. Donc là, je vais tout simplement, bon, pas jusqu'au bout parce que voilà, parce qu'on voit là le truc de tout à l'heure que j'ai cousu n'importe comment. Mais donc là, vous voyez, c'est ça. Quand je dis je viens surfiler, je fais une petite couture et ça maintient mes marges ensemble. Et ça maintient, par exemple, ma partie du dessous qui n'est pas de la même couleur, elle va pas venir se retrouver sur la partie du dessus. Ça les maintient bien, chacune à sa place. Voilà, c'est pour maintenir le tissu à sa place, chacun de son côté. Donc ça, c'est bon. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire également sur... Oui, voilà. Donc avant, donc j'utilisais très souvent la bobine, par exemple si je cousais du verre, j'allais utiliser la bobine de verre pareil pour coudre mon tissu et pour faire la surpiqûre. Mais maintenant je fais quasiment plus ça, j'utilise en général du blanc ou du noir et je surpique dans les couleurs voulues, les couleurs qui concordent au tissu au moment où j'en ai besoin, parce que c'est moins cher. La même chose, c'est que j'utilise quasiment plus de bobines pour coudre. J'utilise quasiment que des bobines de cônes, des cônes de surjeteuse, des cônes de fil de surjeteuse. Alors je me suis acheté un petit porte-cône sur internet, hein,
Voilà, et puis je me suis acheté un petit porte-cône sur internet. Je mets mes cônes dessus. Les cônes, je vais vous montrer ce que c'est. Donc voilà, ça c'est un cône de fil. Donc normalement pour surjeteuse. Donc moi, je peux pas vous montrer mon porte-bobine parce qu'il est installé sur mon bureau et que sinon il faut que tout que je défasse. Mais en gros, c'est un support avec une tige. Je le mets derrière. Il y a un crochet en hauteur. Et ensuite, je le fais passer exactement de la même façon dans ma machine. Donc, c'est plus économique d'utiliser ce genre de fil. Essayer de prendre du fil de bonne qualité. Éviter d'acheter, je sais pas moi, des fils de mauvaise qualité sur internet ou quoi que ce soit. Essayez de prendre du fil de bonne qualité. Vous pouvez aller en tissuterie, en mercerie, etc. Vous demandez un conseil. Ce petit outil, c'est un coupe-fil. Voilà. Avant, je coupais tout le temps mes fils avec des ciseaux, mais ça permet vraiment de couper les fils bien en fait au ras. Voilà, au ras du fil. Voilà, bien au ras. C'est plus pratique. C'est tout petit, voilà, c'est bien. Vous allez acheter du tissu dans une tissuterie. Vous allez avoir une information importante à savoir, c'est il y a un sens au tissu. Outre le sens des motifs. Là, on va dire ce tissu-là, on ne se pose pas la question. Les voitures, elles sont dans ce sens-là. On va pas se dire, tiens, je vais aller le coudre comme ça. Je vais faire un coussin. Je vais mettre les coussins. Non, pas un coussin, c'est pas un bon exemple. Je vais faire une chemise pour enfants, parce qu'on peut très bien faire en coton. Une chemise pour enfants, je vais aller la coudre comme ça, avec les motifs dans ce sens-là. Non, on va pas se dire ça, on va se dire, bon, bah, les motifs, ils vont dans ce sens-là, et c'est très bien, parce que c'est le sens réel du tissu. Alors, en fait, quand vous achetez votre tissu, en général, la largeur du tissu, on appelle ça la laise, elle est de 120 à 140 cm. Donc vous allez forcément avoir une largeur de 120 à 140 cm sur la hauteur que vous demanderez à couper. Donc par exemple, moi je sais que ma tissuterie locale, j'achète souvent non, j'achète pas souvent. Je dirais que la hauteur minimum d'achat, c'est 30 cm. Ça veut dire que je dois acheter minimum un morceau qui fait 30 cm de hauteur sur ma laise de 140. Voilà. Et donc, il faut c'est très important de prendre en compte le sens du tissu, parce que le tissu, il réagit pas de la même façon, en fait, en fonction du sens. Il a été fait pour être utilisé dans un sens, et par exemple, rien que pour l'élasticité du tissu, là, vous voyez, c'est un coton, mais il est un tout petit peu élastique, et si je l'utilise, je le mets dans l'autre sens, il n'est pas du tout élastique. Voilà. Et donc, ne serait-ce que pour ça, et aussi par rapport à la tenue du tissu, à comment il va réagir, et aussi le tissu peut très bien se dégrader s'il n'est pas utilisé dans le bon sens. Donc c'est très important. Donc en général, sur les 140 cm de largeur, le sens dans lequel vous devez positionner vos patrons, admettons si j'ai un vêtement, on va dire ça c'est un vêtement, allez, je vais dire, je sais pas si je peux trop couper, voilà, si, allez hop, on va dire que ça c'est un, ouais, alors, hop, vraiment c'est très grossier, hein. Voilà, par exemple si j'ai un si j'ai un patron de maillot comme ça, hein, si j'ai un haut, un patron de chemise, je vais pas aller le couper comme ça. Là, le sens du tissu, là, le sens du corps, il est fait pour être porté dans le sens vertical. Donc, je vais aller positionner mon tissu dans le sens où il doit être. C'est un maillot, on est d'accord que ça se porte comme ça se porte pas dans la largeur. Vous voyez ce que je veux vous dire? Enfin bref, il faut faire attention au sens dans lequel on découpe son tissu. Et donc, pour se repérer,
on a toujours sur le côté du tissu une bande qui est toujours un peu plus épaisse, un peu, elle n'a pas souvent la même texture que le tissu en lui-même, et souvent sur cette bande on retrouve les codes couleurs qui ont été utilisés pour la fabrication du tissu, ou des indications sur le nom du tissu ou quoi que ce soit. Et donc c'est toujours ces deux bandes sur les côtés qui vont vous servir de repère, parce que par exemple si vous allez à votre tissuterie et vous prenez un morceau de 1,40 m sur un tissu qui aura une laisse de 1,40 m, au bout d'un moment vous n'allez plus être sûr de qui va où et à quel endroit se trouve le droit fil. C'est comme ça qu'on appelle le droit fil. Le droit fil, donc c'est donc le sens dans lequel le tissu doit être utilisé. Et justement là on a un très bon exemple avec ce tissu, c'est que si j'avais un morceau de 1,40 m par 1,40 m, compte tenu les motifs qui sont dans tous les sens, je ne suis pas sûre de savoir le sens de mon tissu, dans quel sens il va, si je ne repère pas la lisière, voilà, cette lisière, qui va me dire que mon tissu s'utilise dans le sens vertical, dans ce sens-là en fait. Voilà. La lisière, et en fait on doit toujours découper parallèlement à la lisière. Donc mon tissu, là, il est dans le bon sens. Mais comme il y a des motifs dans tous les sens, en fait, c'est pas facile de retrouver le sens dans lequel il est. Et souvent, le tissu, dans le bon sens, c'est là qu'il est un peu plus élastique. Un micro bout de patron qui ne veut absolument rien dire, on est d'accord. Mais par exemple, sur ce patron, si ça c'est droit, putain, ça, hop, on va dire, si c'était un patron qu'on avait décalqué, ça serait écrit plutôt comme ça, voilà. Si c'était un patron qu'on avait décalqué, admettons, il y a de grandes chances pour que sur un moment sur la pièce du patron, vous ayez une espèce de flèche. Alors ça dépend du patron, parce qu'ils sont pas tous pareils. Vous ayez une espèce de flèche qui vous dira, il faut positionner cette flèche parallèle au droit fil de votre tissu. Donc quand vous allez venir positionner votre patron, pardon, sur votre tissu, il faudra faire bien attention que cette flèche soit parallèle à la lisière là du tissu. Donc là, elle est bien parallèle. Hop, on pourra l'épingler. Hop, et épingler et découper. Donc on saura que le tissu il sera dans le bon sens. Voilà, c'est un petit détail à savoir. J'espère que mes explications vous auront permis d'appréhender un peu plus facilement votre machine à coudre. Et j'espère avoir été assez claire. Si vous avez des questions, des besoins d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon groupe Couture pour tous sur Facebook, ou alors à me poser vos questions dans les commentaires. Moi, je vous invite à vous exercer dans un premier temps à réaliser des petits projets tout simples. Ça peut être un tote bag. Un tote bag, c'est vraiment super simple. On prend 2 carrés de coton, on les colle l'un contre l'autre, un petit tourlet en haut, et puis on les coud, et puis ensuite on fait des bandes pour les poignets, et ça va tout seul. C'est très facile, et c'est vraiment un projet qui est en général proposé dans les cours de couture, même pour enfants. Donc c'est super facile pour vous exercer, et puis de faire des choses simples pour commencer, de pas partir dans des projets trop compliqués, parce que vous allez vite vous décourager quand on fait des projets et qu'on rate. Et bien on a tendance à se décourager. Donc moi ça m'arrivait super souvent de rater des choses, de me décourager, de pas les terminer ou quoi que ce soit. Et donc vaut mieux commencer par des choses faciles.
n'hésitez pas à vous exercer, à faire des lignes droites sur du tissu, des lignes en zigzag, entraînez-vous, mais il faut pas avoir peur parce que vraiment la couture c'est vraiment pour tout le monde, c'est super facile, c'est accessible et tout le monde peut y arriver. S'il y a des enfants qui y arrivent, n'importe qui peut y arriver, hein. Je dis pas que les enfants sont bêtes, loin de là, d'ailleurs je les adore, donc je dirais pas ça. Mais c'est vraiment quelque chose qui est à la portée de tout le monde. Il ne faut pas être spécialement une artiste ou quoi que ce soit, hein, pour faire des coutures simples en tout cas. On a vraiment maintenant les machines qui font beaucoup de choses pour nous. Je veux dire, un rectangle de un rectangle de coton plié en deux avec une couture là et une couture là, et voilà, vous avez déjà presque un sac, hein. Donc les internet, YouTube regorge d'idées, de tutos, de tout ce que vous voulez pour vraiment progresser rapidement et vous aider. Donc n'hésitez pas à vraiment regarder un maximum d'informations avant de vous lancer, et puis lancez-vous parce que de toute façon vous n'avez pas grand chose à perdre. Surtout comme je vous le disais, exercez-vous sur des tissus qui ont peu de valeur, comme ça ce sera bien plus simple. Et puis juste avant qu'on termine, je voulais juste montrer un truc. Donc si vous avez un ourlet à faire et que donc je ne vais pas entrer dans les détails de l'ourlet parce que vraiment c'est quelque chose que je n'aime pas du tout faire et j'en ai à faire, donc je vais pas le faire avec vous parce que j'aime vraiment pas ça. Il faut juste que je m'y mette. Donc on va dire que moi je veux rétrécir ma jambe de pantalon de 10 cm, hein. J'ai fait mes tracés, blablabla, et paf, hein. Et là j'ai envie de coudre à cet endroit là, hein. Ça sera pas du tout ça en vrai, c'est très moche. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais venir ôter le bras libre de la machine, tout simplement. Et puis je vais venir entrer la jambe du pantalon dans le bras. Hop, je mets mes petits fils par-dessus. Je vais venir le positionner à l'endroit où je veux ma couture. Voilà, donc moi je la veux juste en bas, hein. Et puis ensuite, je vais faire... Alors, hop, je n'oublie pas de me remettre sur le bon réglage. Je vais coudre, on va dire en point droit. Hop, et je vais venir faire tout simplement une couture tout le long. Et en fait, hop, je bloque. Et je viens coudre. Alors, normalement, je vous dirais, n'oubliez pas de faire un point d'arrêt. Donc, vous appuyez sur la marche arrière, vous faites une petite marche arrière et vous refaites une petite marche avant. Là, c'est un pantalon à moi et j'ai pas envie de faire d'ourlet pour de vrai, donc je veux que ce soit facile à enlever. Donc, je vais pas le faire, hein, on est d'accord? Et en fait, vous allez tout simplement laisser les griffes faire leur travail. Enfin, le pantalon, il va tourner autour du bras. Il faudra peut-être l'aider un petit peu. Hop. Et logiquement, si vous avez bien fait votre pli là comme il faut, alors il faut plier une première fois, puis une deuxième fois, et puis presser avec le fer à repasser. Si vous avez bien préparé tout comme il faut et que votre ligne du bas elle est bien droite, vous allez là, simplement laisser le pied presseur suivre votre ligne tranquillement, et puis l'aider de temps en temps à tourner si des fois ça s'accroche un peu en bas dans le pied là, ou des trucs comme ça. Alors là, moi j'ai fait un gros micmac, j'ai plié 2 fois, enfin voilà, donc là j'ai une grosse épaisseur, hein. Je ne vais pas m'amuser à passer dessus parce que sinon à tous les coups mon aiguille va être cassée, donc ça c'est vraiment obligé. Quand on voit l'épaisseur que j'ai, hein, j'ai 2 bons centimètres, donc pour la démonstration je vais pas casser mon aiguille, hein, d'accord. Donc et puis donc normalement vous n'allez pas avoir une grosse épaisseur, donc vous continuez, vous passez tranquillement. Et puis aussi si vous cousez un jean, vous avez pris une aiguille adaptée au tissu que vous êtes en train de coudre. Et puis on continue, puis on fait tout le tour. C'est vraiment simple comme bonjour, j'ai envie de dire.
Voilà. Mais moi je déteste ça, c'est pas la couture qui me dérange, c'est la préparation, hein. Donc voilà, et donc vous allez avoir votre ourlet facilement grâce au bras libre. Et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous aura plu et que j'ai bien répondu à toutes vos interrogations. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Vous pouvez aussi me rejoindre sur le groupe sur Facebook. Voilà, on peut s'entraider. Et n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un autre tuto pour apprendre un petit peu plus, un petit peu plus de base. Voilà, encore une fois, moi je suis autodidacte et je fais des petites créations pour moi. Je fais pas des trucs en professionnel, donc j'espère juste pouvoir partager un petit peu et vous aider, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo avec certainement un nouveau tuto.